choisi, c'était bien pour moi. J'avais vraiment besoin d'entendre le Don't You Worry, parce que je suis assez worry quand même, parce que c'est vraiment la première fois que j'interviens sur scène. Je ne sais pas si monsieur cherche des diapos, je n'ai pas de diapos. Grande débutante, elle est venue avec ses fiches. Bon, en tout cas, si j'ai la voix qui tremble un petit peu, ou si je suis à court de souffle, ça risque d'arriver ça, c'est pas juste de l'excitation, c'est moi qui est en train de sortir de ma zone de confort. En tout cas, ce mélange de tracks et de défis que je ressens là, ça me fait penser fortement au sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et là, j'ai nommé l'insécurité et l'incertitude vis-à-vis de nos finances quand on entreprend. Et ça, je pense que c'est un sujet qui vous parle. Et donc, avant peut-être, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Anna Gaziorowska. Donc, je suis fondatrice de La Petite Budgeteuse. Et ma mission, c'est d'apporter des outils concrets, des solutions pratiques à toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur situation financière. Et je me considère comme ma meilleure élève, parce qu'il y a encore quelques années, je n'étais vraiment pas un exemple à suivre quand il s'agit de gestion de finances. Et donc, c'est d'autant plus ironique que je me trouve devant vous aujourd'hui pour vous parler d'argent et entreprise. Pourquoi c'est ironique? Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais interdite de gérer une entreprise. Donc oui, vous avez bien entendu, j'étais littéralement condamnée par le tribunal de commerce à ne pas pouvoir tenir la fonction de gérante de l'entreprise. Cécile, tu es inquiète là? Peut-être? Si tu ne m'as pas dit ça, elle. Pourquoi je lui ai donné ce sujet? Ça va m'effacer. Il y a des bonnes choses qui sont arrivées juste après. Bref, comment je suis arrivée là? Avec mon ex-compagnon, nous avons créé une entreprise artisanale. D'ailleurs, ça me fait penser que quand il s'agit des galères, il y a toujours un mec là-dedans. Dans son métier, dans le bâtiment, moi j'étais salariée d'un côté et là je tenais le rôle de la femme qui devait gérer l'administratif. Et donc j'étais aussi officiellement gérante de cette entreprise, ça coûtait moins cher dans le charge vu que j'étais salariée par ailleurs. Et donc ni moi ni lui nous n'avions pas de connaissances nécessaires pour gérer quoi que ce soit. Moi déjà j'étais persuadée que gérer une entreprise c'était faire des devis, faire des factures, envoyer 2-3 trucs en comptable, et donc voilà, attendre que ça rentre dans la caisse et en profiter. Donc grosse négligence, et ce qui arrive quand on néglige les chiffres, et on néglige les courriers de l'administration, on commence à accumuler des dettes auprès de l'URSSAF, auprès de la TVA, auprès des impôts. Et donc, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé d'abord par une séparation entre nous deux, normal, et ensuite par la liquidation judiciaire de cette entreprise. Et donc moi, mon parachute doré de cette histoire, c'était cette condamnation, et bien évidemment des dettes sociales qui m'ont collé à la peau, et dont mon ex-compagnon ne se sentait pas vraiment solidaire à ce moment-là. Ce que j'ai appris en tout cas de ces malheureux passages de ma vie, qui était vraiment pas sympa à vivre, parce que la séparation, le déménagement, les dettes, ça m'a vraiment plongé dans un moment de l'insécurité financière. J'avais honte en plus de ça, vraiment. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que la gestion financière dans l'entreprise n'est pas une option. On ne peut pas se dire « je ne sais pas faire » ou « je n'ai pas envie de faire » ou « j'aime pas faire ça ». Sauf si vous voulez revivre la merveilleuse expérience que j'ai eue avec le tribunal. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut apprendre. J'ai appris, et quelques années plus tard, quand j'avais droit, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, cette fois-ci, pas en tant que société, mais en tant que micro-entrepreneur. Je me suis juré que je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Et donc je me suis préparée à l'entrepreneuriat en allant chercher les connaissances qu'il faut, mais en me préparant également financièrement. Et donc je transformais toutes ces peurs que j'avais
en rigueur de gestion, rigueur de suivre des choses, de faire des choses qui ne sont pas très drôles à faire. En tout cas, j'ai mis en place des choses qui me permettent aujourd'hui de vivre une certaine sérénité financière, en tout cas à un niveau que je ne pensais pas qu'on pouvait avoir quand on est entrepreneur. Et donc c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Quelles sont ces choses que vous pouvez mettre en place afin de diminuer un petit peu ces craintes qui nous collent à la peau. C'est bien la fiche, finalement ça ne pas le détail. J'ai tout écrit. Alors, je vais commencer par dire une vérité, c'est que l'entrepreneuriat est intimement lié à l'insécurité financière. Contrairement à un salarié qui a un salaire fixe, qui tombe tout le mois, nous, par défaut, nos revenus, elles fluctuent. Donc, il y a des mois qui sont bons, on a des clients qui sont là, qui payent à temps, mais voilà, nos prestations prennent heure. On est content, on respire, et il y a d'autres mois où ça ne va pas du tout. On a des clients qui arrêtent de travailler avec nous, ou qui tardent à payer, ils font le mort. Et les comptes en banque commencent un petit peu à faire la gueule, et donc on commence à douter. Et donc ce que ça crée, au-delà des chiffres, hein, bien évidemment, c'est la charge émotionnelle. C'est mélange de peur, mélange de doute, un peu de panique, en fonction de certaines personnes, ça peut bien paniquer là. Et en fait, cette incertitude et cette insécurité, elle est basée sur deux peurs qui sont très 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 fortes chez tout le monde. La première, c'est la peur de manquer d'argent. C'est cette angoisse que nous n'allons pas pouvoir subvenir à nos besoins essentiels. Comment je vais faire si mon client ne me paye pas? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer ma nourriture? Comment je vais faire? Ça s'emballe très très vite dans la tête. Et la deuxième peur, c'est la peur de l'imprévu. Donc l'angoisse de se dire, mais si quelque chose que je n'ai pas prévu, ou je n'ai pas assez anticipé, ou quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle arrive, comme un client qui arrête de travailler avec nous, marché qui se retourne, ou peut-être même quelque chose de pire, une maladie qui nous empêche de travailler pendant plusieurs semaines. Alors ces peurs, elles ont des conséquences très profondes, elles vont au-delà juste de notre entreprise, elles impactent notre santé physique, santé mentale, elles impactent notre famille, elles impactent notre entourage, mais ce qu'elles impactent le plus, c'est notre capacité de raisonnement. Quand on ressent ces deux peurs, c'est là qu'on commence à faire de grosses conneries. De type, je baisse mes tarifs, ou au contraire, je le monte. J'accepte de travailler avec des gens qui ne me respectent pas, ou des gens toxiques, juste parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse rentrer de l'argent. Donc ces deux peurs, elles sont universelles, et ce n'est pas un signe de faiblesse de les ressentir. Okay? On est dans un environnement qui par défaut est incertain, le contexte est incertain, tout repose sur nos épaules, et donc c'est normal d'avoir peur de manquer d'argent, et c'est normal d'avoir peur d'être pris au dépourvu. Donc je ne vais pas vous mentir comme quoi il existerait des techniques magiques qui permettent de supprimer ces deux peurs. Non, parce qu'elles sont bien trop profondément ancrées dans notre instinct de survie, dans notre cerveau reptilien, dans nos expériences dépassées. Mais par contre, je tiens à vous rassurer qu'il existe quand même la possibilité de prendre ces peurs et d'épuiser une certaine motivation en mettant de choses concrètes en place. Ces choses concrètes que je vais partager avec vous maintenant. Si je devais vous donner seul conseil de copine pour diminuer un petit peu ces peurs, ça sera ça, c'est sortez du brouillard qui entoure vos finances. C'est flou concernant des chiffres clés, les chiffres que je vais vous donner juste après, que vous devez connaître. C'est l'allié numéro 1 de stress et de l'incertitude. Ok? Quand vous ne connaissez pas ces chiffres, je vous donnerai juste après, je dis, c'est comme un peu conduire une voiture la nuit, mais sans le phare. Vous avancez, vous ne savez pas très bien où vous allez, vous n'allez pas très vite, et il est un peu normal qu'au premier virage, vous finissez dans la fossée.
Donc, dès les débuts de votre activité, vous pouvez noter ce que je vais vous dire, je vous conseillerais de faire là comme calcul. Vous devez faire un calcul dès les débuts de votre activité, même avant. Et si vous ne l'avez jamais fait, ce sera l'occasion. C'est quel est le montant minimum dont vous avez besoin chaque mois pour vivre. Donc là, je ne parle pas de votre chiffre d'affaires, je parle de vous personnellement. Quelle est la somme que vous avez besoin pour payer vos dépenses fixes et les strict nécessaires? C'est un peu comme si vous étiez salarié. Quel est le salaire que vous avez au-dessus duquel vous n'avez pas accepté le job? Parce que ça ne couvre pas ce qu'il faut couvrir. Qui connaît aujourd'hui ce montant? Très bien. Pas à peu près, hein. Qui connaît exactement ce montant? Ok. Le deuxième calcul que je vous invite à faire, c'est les coûts de fonctionnement de votre entreprise. Combien ça vous coûte votre entreprise chaque mois, vos outils, vos prestations sociales, vos fournisseurs, vos abonnements, tout ça. Combien d'argent vous avez besoin pour faire tourner votre activité. Donc ces deux chiffres clés, la rémunération minimale et le coût de fonctionnement de votre entreprise, c'est vraiment la base à connaître. Pourquoi c'est la base? Parce que quand vous allez additionner ces deux chiffres, ça va vous donner le chiffre d'affaires minimum que vous devez faire pour couvrir l'essentiel. Qui connaît aujourd'hui le chiffre d'affaires minimal qu'il doit faire pour couvrir le strict nécessaire? Oula, du boulot là. Ok. Pour que ça soit plus clair et pour que vous voyez et que je vous donne envie de vous pencher sur ces deux calculs, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis maman solo, donc je vis avec mes deux grands enfants adolescents. Et donc, je calculais que pour couvrir tout ce qu'il faut, donc les crédits de mon appartement et tout ce qui, enfin, les dépenses fixes, juste payer à la nourriture, sans aucun extra, il me faut 2200 € par mois. Ok? Donc, j'ai également calculé ma rémunération cible, celle que je veux avoir tout le mois. Parce que je ne veux pas juste avoir mon budget des crises, je veux avoir un budget sur lequel je peux quand même m'autoriser quelques extras, mettre de l'argent de côté pour les vacances, pour les dépenses futures. Donc, ce montant pour moi, c'est 3000 €. Ok? Donc, j'ai bien évidemment calculé combien ça me coûte mon entreprise tout le mois, et donc j'ai trouvé que pour que je puisse me verser mes 3000 € de chiffre d'affaires, ben, je dois faire 6000 € de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je dis? Pour que je puisse me verser la rémunération de 3000 €, je dois faire 6000 € de chiffre d'affaires. Ok? Donc, autrement dit, cela veut dire que sur l'année, si je prends juste mon budget des crises de 2002, je dois faire 60 000 € de chiffre d'affaires. Okay? Donc je connais ces chiffres. Et donc quand je fais mes suivis, je suis mon chiffre d'affaires, je vois sur l'année où j'en suis, et au moment où j'atteins ces chiffres, en fait ça m'enlève un poids. Là je sais quand j'arrive à 60, je me suis sécurisée, c'est bon. Là je payais l'essentiel. Ça va peut-être pas être plus simple, mais en tout cas je ne me mets pas en difficulté. Mes prélèvements ne seront pas rejetés. Ok? Et moi, par contre, je ne veux pas juste me verser mes 2002, hein, je veux avoir mes 3000 €. Donc, je sais que mon objectif, c'est 72. 6000 € x 12. Et donc, quand je connais ces chiffres, 72 000 € que je dois faire sur l'année, et qu'est-ce que je me pose la question suivante, c'est qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre? Donc, je prends ces chiffres et je me dis quel service, quelle prestation je dois proposer. À quel prix? Combien je dois vendre pour arriver à ce montant-là? Donc je prends ces chiffres et je déroule ma stratégie à partir de là. Je construis mon activité autour. Ok? Et ça me permet de vérifier en plus la faisabilité de ce que je prévois de faire. Parce que si dans mon offre, j'ai que des coachings de 1 heure à 60 €, ben là je fais vite le calcul et je me dis ben, il faudra que j'en fasse 100 par mois. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Hein. Je ne suis pas comme vous, mais j'y arriverai pas. Ok. Croyez-moi sur parole, c'est vraiment important de connaître votre objectif. Il y a peut-être un peu de loi d'attraction là-dedans, qu'on visualise bien où on veut aller. Il est quand même beaucoup plus simple d'y arriver. Ok, c'est déjà très bien tout ça, mais c'est pas suffisant. Donc je vous ai dit tout à l'heure que moi je veux me verser un salaire de 3000 € par mois.
Mais sauf que j'ai des mois où je vais faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais faire des mois aussi où je vais faire 2 000. Donc qu'est-ce qui se passe si le mois où je fais 15 000 euros, je paye mes charges, je me dis que je prends tout ce qu'il y a. Waouh, ça va être trop chouette, je vais pouvoir me faire plaisir. J'ai bien travaillé. Je vais aller faire du spa. Et bien les mois où je vais toucher que 2 000 euros, ben malheureusement, ça va être compliqué. Je ne pourrai ni verser ma rémunération de crise, ni payer ce qu'il faut dans mon entreprise. Et du coup, je me suis fixée depuis le début de mon entrepreneuriat une règle à laquelle je ne déroge jamais. C'est que peu importe le chiffre d'affaires que je fais, peu importe, je me verse tout le temps la même chose. C'est moi la patronne de la boîte. Mais quand il s'agit des finances, en fait, je me considère comme un salarié. Salaire fixe. Donc, je me verse 3 000, pas plus, pas moins. Et donc, tout l'excédent de bons mois, en fait, il reste là pour justement pouvoir couvrir les mois qui ne sont pas bons. C'est pas toujours simple, on a tout tenté, hein, quand même, de se servir un petit peu dans la caisse. Mais croyez-moi, moi, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. C'est mon unique source de revenus. Je n'ai jamais eu un mois où je ne me suis pas versé mon salaire de 3 000. Je n'ai jamais eu à piocher dans mon épargne de précaution. Bravo. Qui parmi vous se verse une rémunération fixe tout le mois? Ah, c'est bien. Je vais voir quelqu'un pour ça. Ok, c'est le moment de mon speech. Où je voudrais faire un petit aparté, en espérant ne froisser personne, parce que c'est pas forcément très agréable d'entendre ce que je vais dire. Donc, comme j'aime bien dire les choses, je vais quand même le faire. Je vais être comme ça. Je voudrais vous dire qu'aucune méthode, aucun tableau Excel, aucune technique de gestion ne va vous permettre de vous procurer un sentiment de sécurité si vous ne générez pas assez de chiffre d'affaires. Aucun expert, même le meilleur du monde, les mecs calés en compta, ne pourrait pas équilibrer vos comptes s'il n'y a pas d'argent à la base. Est-ce que vous connaissez le montant moyen mensuel fait par les micro-entrepreneurs en 2023, l'année dernière? Chiffre moyen mensuel. Je vais vous le donner. C'est 1 635 €. Okay. Donc une fois qu'on a payé nos charges, si on est en prestation de service, il reste 1 280. Ça va si on est chez nos parents, ça va si on a encore un peu de chômage, ça va si c'est un side business, mais ça ne va pas du tout si on veut vivre de ça. Si vous avez une famille, des enfants, compliqué. Très, très, très compliqué. Donc si votre chiffre d'affaires aujourd'hui, après avoir payé vos charges, ne vous permet pas de vous verser une rémunération minimale pour couvrir les strict essentiels, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler sur l'augmentation. Vous pouvez abandonner. Hein. Ceux qui voudraient abandonner peuvent abandonner. Mais je pense que c'est pas ça que vous voulez que je vous dise. Vous devez travailler sur l'augmentation de votre chiffre d'affaires. D'accord? Vous devez travailler sur l'amélioration de vos offres, sur la valeur que vous accordez à vos clients. Peut-être vous devez vendre plus, peut-être vous devrez vendre plus cher. Donc, je sais que c'est pas simple, c'est pas facile à entendre, mais vous ne pouvez pas bâtir une sécurité financière si la peur de manquer d'argent n'est pas juste une peur, mais une réalité. Je vais les répéter parce que c'est important, je voudrais que vous les retiriez. Vous ne pouvez pas bâtir une sécurité financière si la peur de manquer d'argent est une réalité. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je vais vous donner la troisième clé, la dernière, qui agit efficacement sur la réduction de l'insécurité. Et là, je vais parler de l'épargne de précaution. C'est un sujet. Wow. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle encore qui sont en transition? C'est-à-dire, ils ont soit un job encore salarié d'un côté, ou des indemnités de chômage, et qui s'apprêtent à passer, ok, vous êtes assez nombreux, vous aspirez en tout cas à passer à 100% sur l'entrepreneuriat. Écoutez-moi bien, parce que là, vous êtes dans une situation
qui ne va pas se reproduire et qui vous donne un levier d'action important. Si vous prévoyez à court, moyen, long terme de faire en sorte que votre activité devienne votre unique source de revenus, profitez du moment que vous avez les deux entrées d'argent. Et donc prenez tout ce que vous générez avec votre nouvelle activité, payez vos charges et mettez-le de côté. Conseil d'amis. Gardez le même train de vie. Vous avez appris à faire avec votre salaire, vous pouvez encore tenir un petit peu. Et donc construisez-vous, profitez de ce moment, vous travaillez dur, vous cumulez deux activités, mais profitez de ce moment qui sera votre filet de sécurité. Moi en tout cas c'est ce que j'avais fait et je me remercie d'avoir fait ça, alors que c'était très tentant, parce qu'en plus j'étais dans un objectif de rembourser mes dettes, des choses comme ça, mais je me suis promise non en fait. J'ai deux objectifs, je vais me débarrasser de mes dettes, mais je vais aussi passer à mon compte. Et donc tout l'argent qui rentrait, je payais mes charges, je le mettais en livret A. Donc j'ai défini le montant que par rapport à ma situation, me donner un sentiment de sécurité, c'était 12 000 €, et je me suis dit, tant que je passe 12 000 €, je ne bouge pas. Je ne bouge pas de mon poste salarial. Et donc c'est une fois que je les ai eus que je suis allée taper chez mon chef et je lui ai demandé un congé création d'entreprise. Donc je suis partie avec 2 filets. Je suis partie avec un filet l'épargne, j'avais de l'épargne, j'avais de quoi tenir quelques mois si je rentrais vraiment zéro argent. Et j'avais deuxième filet, je pouvais reprendre mon travail. Donc j'aime entendre ce que Maëlie a dit, hein, qu'il faut prendre des risques, mais parfois on est dans une situation de la vraie vie, avec des enfants à charge, quand on est unique personne qui amène de l'argent à la maison. Donc certains risques, en fait, les conséquences, elles peuvent être très graves. Donc, je suis vraiment triste parfois de constater le nombre de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans vraiment se préparer à ça, parce que moi je trouve que le meilleur moyen de ne pas avoir peur d'argent, c'est d'en avoir, c'est d'en avoir de côté. Et c'est également de se protéger via des assurances pour des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Et là, je parle de prévoyance de santé. Je ne vais pas vous demander qui a les prévoyances de santé ici. Mais bon, sujet important. En tout cas, quand on se lance comme ça, on sait en fait qu'on rentre dans un monde où l'argent parfois il est là et l'argent parfois n'est pas là. On sait qu'on n'a aucune protection en cas d'absence de revenus ou longue maladie. Donc, moi qui adore la randonnée, ça me fait penser à quelqu'un qui partirait en rando de 2-3 jours, sans sac, sans duvet, sans tente, sans manger, sans carte, en se disant je vais bien trouver un refuge sur ma route. Risqué, hein, comme aventure. Donc ça me fait penser aussi qu'envie d'entreprendre, envie de vivre le rêve entrepreneurial, de ne pas vendre notre temps contre l'argent, ça fait devenir un tout petit peu irrationnel parfois, de la même manière que quand on a envie d'avoir un bébé. On a envie d'avoir un bébé, l'horloge tourne, et donc on est capable dans ce moment de fermer un petit peu les yeux sur le fait que peut-être la personne avec qui on va faire le bébé, c'est pas la bonne pour fonder une famille. Ça sent le vécu. En tout cas, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est à peu près la même chose, parfois. On se dit, ça va être merveilleux. J'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était beau, c'était chouette. Les rêves. Mais parfois, quand on commence à se frotter à toute cette peur-là que je viens d'évoquer, c'est pas si merveilleux que ça. Okay. Donc, petit mot pour ces personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui se prennent de pleine face toutes ces peurs que j'ai évoquées, toutes ces peurs de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins. Il faut que la construction de fonds de précaution, de l'épargne de précaution, ça devienne votre numéro 1, objectif numéro 1. Et il n'y a pas 1000 moyens de le faire, vous devez systématiquement mettre de l'argent de côté. Et là, je vais rajouter un texte, parce que je me suis dit, il y a peut-être dans la salle des personnes qui vont se dire, elle est bien gentille, elle met de l'argent de côté, alors que j'arrive même pas à me payer aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire que c'est OK. Si vous êtes au début de votre entrepreneuriat, si ça fait la première année, la deuxième année, vous êtes en train de construire,
C'est ok de ne pas pouvoir mettre tout de suite de l'argent de côté. Mais ça viendra. Si vous travaillez correctement sur le développement de votre entreprise, ça viendra. Mais ne loupez pas ces moments. Mais définissez quand même, donc ces personnes qui sont peut-être débutantes, mais aussi celles qui entreprennent mais depuis très longtemps, mais qui galèrent, définissez votre point de rupture. Définissez clairement la situation dans laquelle vous allez vous dire, là, stop. Là, ça devient grave, je suis en train de m'endetter, ça va pas du tout, j'ai divorcé, les enfants ne me parlent plus. Là, il est le moment de définir quels pourraient être les plans B. Okay. Je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, on est dans un séminaire qui parle d'entrepreneuriat et tout ça, mais moi je suis très réaliste. Et donc il n'y a pas de honte à avoir parfois de faire un step back et de se dire, bon ok, là, il faut que je redresse un peu la situation. Donc on avale un petit peu la fierté et on va chercher, et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revenir. Ça veut dire juste que ça va vous permettre de respirer et peut-être mieux vous préparer. Parce que entreprendre, créer, rester motivé, quand on a peur, et la seule pensée qu'on a dans la tête, c'est « il faut que je fasse rentrer de l'argent ». Mais c'est le meilleur moyen de se louper, et les clients, ça, ils le sentent. Il reste 4 minutes. C'est bien ça. J'arrive à la fin de ma présentation, et j'ai encore un petit mot à dire à ceux qui vont me dire « ouais, moi, j'aime pas les chiffres, je n'aime pas faire ça ». J'ai un secret à vous partager, moi non plus je n'aime pas les chiffres. D'ailleurs je suis très très nulle en maths, je confonds les chiffres, je suis incapable de faire des additions simples, des soustractions, pardon, même pas, sans calculatrice. Et donc ça prouve bien qu'on n'a pas besoin ni aimer les chiffres, ni être bon en maths pour performer dans la gestion de son argent. Parce que moi en fait les chiffres je les aime pas, mais par contre j'aime bien ce qu'elles me procurent. Elles me procurent un sentiment de sécurité, elles me permettent de ne pas stresser pour payer une facture, elles me permettent de partir tranquillement en vacances sans me dire mais comment je vais faire quand je vais revenir si je ne travaille pas pendant 2 semaines. Elles me permettent, et ça vraiment c'est le truc que je préfère, de dire non à des collaborations ou des contrats qui ne respectent pas mes valeurs. Dernier petit mot pour ceux qui me diront, moi, c'est pas important l'argent pour moi. Moi, j'entreprends par passion. Parce que j'aime aider les gens. Ça parle à quelqu'un? Je tiens à vous rassurer, moi, l'argent, c'est pas mon objectif numéro 1 dans l'entrepreneuriat. Moi, j'entreprends parce que ça me permet de vivre les choses que je n'ai pas pu vivre pendant mes 20 ans de salariat. Je me régale, je kiffe. J'ai enfin le sentiment de contribuer. Mais par contre, si je n'ai pas d'argent, rien de tout ça ne pourrait être fait. C'est l'argent qui permet d'avoir la tranquillité, le temps, qui permet de contribuer, qui permet de créer. Donc c'est juste un outil. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir ça comme objectif numéro 1, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas grave si ce n'est pas votre numéro 1. Mais par contre, sans ça, il n'y a pas de business. Il y a du bénévolat. Donc aujourd'hui, je ne vous ai pas donné des formules magiques, mais j'ai quand même partagé des choses concrètes avec vous. J'espère que vous les avez retenues, parce qu'elles sont importantes à mettre en place. Retenez que la sérénité financière n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend et ça se travaille. Donc vous êtes les patronnes, madame, vous êtes les patronnes de vos boîtes, mais vous êtes également les patronnes de vos finances. Donc prenez soin d'elles, elles prendront soin de vous. Merci de m'avoir écouté.